Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, j'accueille une toute première dans ce podcast, un homme, pour changer un petit peu. On a toujours l'habitude d'avoir des femmes jusqu'à maintenant. Donc je vais le laisser se présenter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez l'occasion de vous abonner. Et puis à partager aussi le podcast s'il vous a plu. On y reviendra un petit peu plus tard. Je te laisse te présenter, ton nom, prénom, ce que tu as fait, pourquoi tu es là aujourd'hui, quel voyage tu vas nous expliquer. Magnifique. Et puis ton âge aussi éventuellement. Ouais, avec plaisir. Déjà, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation, Nico. De rien. Ça m'a fait très plaisir. Nico ou Nikos d'ailleurs? Tu peux m'appeler Nico, ça va très bien. Nico, ok, Ouais, ça va très bien. d'accord. Bon, bah alors partons sur Nico. Donc, en deux mots, je m'appelle Shimon Kliva, j'ai 27 ans, je fais de la vidéo en tant que cinéaste indépendant. Je suis ça depuis janvier, et puis globalement, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est un post Facebook, je crois, sur lequel Nico cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur un de ses voyages pour l'aider à faire la vidéo. Et donc on s'est eu au téléphone quelques fois. Ça ne s'est pas fait pour ce projet en question, mais je crois qu'on a assez matché d'un point de vue de la vibe et tout. Et du coup, on s'est dit que il fallait qu'on fasse quelque chose. Moi, j'ai vu que tu faisais ce podcast, j'adore le voyage, et je me suis dit que peut-être que je pouvais venir te raconter une ou deux histoires que j'avais vécues, qui, je pense, peuvent être assez divertissantes, quoi. Et enrichissante. Et enrichissantes. Voilà. Toi, quel est le voyage que tu as fait du coup? On va évidemment approfondir, mais le voyage que tu vas nous expliquer aujourd'hui, il concerne quel pays? Bien sûr. Il concerne quoi? Il y a quoi de spécial? Ouais, alors le voyage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon voyage que j'ai fait après la maturité. La maturité fédérale, c'est ce examen qu'on fait en Suisse à nos 17-18 ans. Mon objectif dans la vie, c'était d'intégrer je vous le dis en VO. Najwyższa Szkoła Państwowa Filmowa Teatru i Telewizji imienia Leona Schillera w Łodzi, qui est donc l'école de ciné de Łódź en Pologne, qui est un peu une école légendaire que je voulais intégrer à l'époque. Merci pour la traduction, j'aurais pas réussi. Je te le dis honnêtement, j'aurais pas réussi. C'était bien, c'est bien. Et du coup, donc j'avais déjà été invité aux examens qui se déroulaient du coup en septembre, aux examens oraux d'entrée, donc j'avais fait un portfolio et compagnie. Et j'avais du coup entre juillet, août, la fin des examens, et septembre, un peu de temps à tuer. Et je me suis dit que j'irais en Italie pour faire de la photo, pour un peu développer mon œil photographique. D'accord. En gros, l'idée de base, ouais. On va rigoler parce que tu comprendras très vite. En gros, mon plan de base, j'avais genre 200 balles sur mon compte en banque. Pour partir donc en Italie? J'avais acheté un Interrail. Voilà. Comme ça, j'avais l'aller et le retour dans le plan déjà compris. Et après ça, il me restait 200 balles. Et donc, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai mon budget de base, je vais voir où ça me mène. Ok. D'accord. Et donc là... Où ça t'a mené concrètement? Parce qu'on pense bien qu'avec 200 balles, t'es pas parti au Ritz dormir. Non. Donc, donc voilà. En fait, comme j'avais conscience que ces 200 balles, je ne ferais pas grand-chose avec, ce qui s'est passé, c'est que j'avais en ma possession une de ces petites caméras Instax qui faisait des Polaroid. Des photos en Polaroid. Et mon business plan pour ce voyage, c'était je m'habillais en photographe vintage. J'avais fabriqué une sorte de vieil appareil photo en DIY avec une boîte en bois et le sorte de rideau que tu mets derrière. Ultra vintage, quoi, les premiers appareils photo. Exactement ça. J'avais caché ce petit appareil dedans, et mon business plan, c'était d'aller dans les places touristiques en Italie et faire des photos aux touristes devant les monuments et vendre du coup ces photos. Donc ça, c'était le plan. Quand tu dis style vintage, juste qu'on s'image, est-ce que tu peux un peu nous donner plus de détails audio, vu que c'est un podcast, on a quoi? Chapeau melon, alors costard. J'avais quand même pas le chapeau melon, mais j'avais petite chemise blanche, je sais pas comment on appelle ça, les bretelles. Les bretelles, et puis
En fait, un béret aussi, un ancien béret, un peu à la Peaky Blinders, tu vois. Ok, d'accord. Ça donne un petit ouais. truc. Et vraiment, donc du coup, ce trépied, en plus j'avais acheté un vieux trépied. Bon, j'aurais adoré avoir un trépied en bois. J'ai trouvé qu'un trépied chez Emmaüs qui faisait très ancien, mais pas assez ancien à mon goût. Enfin bref. Et donc je me baladais avec ce trépied, cette installation photographique sur mon dos. Très vite, ce plan a été confronté à la réalité et à mon anxiété sociale de gamin de 18 piges qui part pas pour la première fois, mais qui part pour la première fois vraiment dans l'inconnu, complètement comme ça. Et le pire, c'est que ça marchait, mais juste que je crois que il faut que je le dise à la caméra, mais j'ai pas les skills de business nécessaires pour... en tout cas, je les avais pas à l'époque pour faire en sorte que ça tourne. Parce que du coup, j'arrivais à les vendre, mais c'est juste que je les vendais genre 1 euro, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je faisais peut-être, je sais pas, 15 photos comme ça par jour. Moi, j'étais trop content. Elles me coûtaient, 1 euro, j'ai peut-être exagéré, mais je sais pas, genre 2 balles, un truc comme ça. Je les vendais vraiment pas cher. Ouais. Le cliché me coûtait genre 80 centimes ou je sais pas. Enfin bref. Les marges étaient minimes. Les marges étaient extrêmement fines, effectivement, tu vois. Mais par contre, c'était trop chouette, je faisais beaucoup de rencontres. Les 200 balles, de 200 francs initiaux diminuaient à chaque fois que je progressais. Et donc, j'ai commencé par Milan, donc j'avais mon petit interrail. J'y ai fait quelques photos, j'y suis resté un jour, je crois. Et ensuite, je suis descendu sur Rome. Et j'ai fait une rencontre qui m'a marqué, je pense, dans la vie à Rome. Parce que, comme vous avez pu le comprendre, je suis bilingue en polonais, je suis moitié polonais, je suis né à Varsovie, j'ai de la famille encore là-bas. J'ai jamais vécu, je suis vraiment un Valaisan pure souche d'un point de vue purement du vécu, mais par contre d'un point de vue du cœur, exactement, voilà. tu vois. Ok, parfaitement bilingue du coup. Exact. Même si les Polonais auront compris que j'ai fait des fautes en disant... Voilà. C'était le stress, c'était les caméras, quoi, tu vois. En fait, je dormais dans des Airbnb. Et je cherchais vraiment les Airbnb les moins chers possibles. Et du coup, c'était intéressant parce que c'était pas du tout les plus pratiques. Souvent, c'était en périphérie des villes et dans des quartiers un peu craignos, tu vois. D'accord, ouais, évidemment. Normal. Et donc, je débarque de Milan, tout content, avec mes trucs vintage, ma caméra, mon petit béret et tout. Le soir, j'étais fatigué, et donc je marche dans cette rue pour aller à mon Airbnb, et c'était pas un quartier très bien famé, tu vois. C'était vraiment, les gens se retournaient autour de moi. Enfin, quand je passais, les gens se retournaient. Ça me suivait un peu par moment et... Tu passes déjà un peu pour quelqu'un d'original dans cet accoutrement, avec ton appareil photo, ton trépied, donc je pense déjà là, il y a un peu tout le monde qui se retourne, quoi. Tout à fait, oui, alors tout à fait. J'arrive devant un bâtiment et j'espérais que c'était pas le bâtiment de l'Airbnb parce qu'il était délabré. Vraiment, tu vois un bâtiment et tu vois une fissure transversale qui coupe le truc. Tu te dis, ouais, enfin bref. C'était le bâtiment, bien sûr. Ok. Et je fais un peu le tour par le jardin pour arriver à l'entrée. Et j'entends la télé polonaise. Ah. Travers une des fenêtres ou une radio peut-être, je sais pas. Enfin bref, j'entends un flux de news en polonais, intéressant. Et je m'apprête à sonner. Et je regarde tous les noms qui sont sur les sonnettes. Et c'est tous des noms de polonais. Et je me dis, oh, marrant, ok. Donc je sonne, c'était tout en haut, je me souviens. J'ai dû monter les 4 étages. Et j'arrive en haut, la host, elle s'appelait Maria, qui est du coup autant un nom italien que polonais, dont j'avais pas moyen de savoir, tu vois. Je sonne, la porte s'ouvre, et là une vieille dame, vraiment une grand-maman qui m'ouvre, elle me regarde, et donc on échange quelques mots. Et puis elle me regarde, elle me dit, mais toi, tu parles polonais? Je dis, ouais. Et il y a eu une magie à ce moment-là. Les deux, on a eu les épaules qui se sont détendues. Et à un moment, on a connecté très fort, pour un truc tout bête. Hein, c'est vrai. Et je me souviens que c'était vraiment un moment d'une chaleur humaine rare. J'y suis resté quelques nuits. Et ensuite, on a eu un deal
c'est que je pouvais rester des nuits en plus, mais je lui faisais les photos pour son compte Airbnb. Ah ouais, Pour faire bien. des nouvelles photos sur son Airbnb et tout. D'accord. Et du coup, c'était parfait parce que moi, ça m'arrangeait bien. Ah, trop bien. Je suis resté du coup peut-être une semaine au total, tu vois, à Rome. Et ce qui s'est passé, c'est que à Rome, moi, j'avais commencé à... Parce que, je sais pas, l'Italie me plaisait, Ouais. la vie me plaisait. Je parle bien italien, je le parlais, je pense, mieux à l'époque. J'ai fait anglais-italien à l'école. Mhm. Donc j'avais un peu les bases grammaticales de l'italien. Donc je me débrouillais avec les locaux, je parlais en italien et tout, c'était assez sympa. Ça me permettait de mettre en pratique mes skills. C'est là que j'ai compris aussi que j'étais beaucoup plus quelqu'un de la pratique plutôt que de la théorie. Parce que je pense qu'au bout de quelques semaines, je parlais mieux italien, alors que j'ai fait 2 ans d'italien à l'école, que l'allemand, par exemple, qu'on étudie pendant 12 ans. Ouais, arrête. On va aller. Arrête. Si les chefs de l'éducation en Suisse écoutent, honte à vous. On est bien d'accord. Il y a quelque chose à faire, vraiment, quoi. Ça me termine. Non, mais on apprend mal les langages. Mais ça, c'est le sujet pour un autre podcast. Si non, mais jamais. déjà, rien que pour l'allemand, Mhm. alors on est d'accord, on a des voisins qui parlent le suisse-allemand, mais ils savent tous l'allemand, le bon allemand. On pourrait déjà rien que faire des échanges longue durée dans des écoles en allemand, déjà rien que 6 mois. N'est-ce pas? Tu serais une bête de machine en sortant déjà de là Ouais. en allemand, quoi. N'est-ce Bon, pas? après, il faudrait qu'ils se mettent à l'allemand un peu. Ouais. Et puis, c'est vrai que les Suisses allemands, des fois, sont un peu réticents à passer sur l'allemand. Mais on aurait tout à y gagner, autant eux que nous, quoi. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent, si jamais on a une lampe qui est morte, ah, c'est là. On va la Voilà. corriger à la coupure, à la pub Ouais, ouais. commerciale. Après la pub. Après la pub, c'est clair. On est dans un hôtel, donc il faut un petit peu se débrouiller comme on peut. Hein. C'est toujours les décors sont mouvants. Je pense que vous avez vu, il n'y a pas 2 fois le même décor dans ce podcast. C'est normal, on se déplace, on est mouvant. Voilà. Bref, Mais ouais. reprenons, cette parenthèse étant faite. Oui, voilà, le message est passé. Le ministère de l'Éducation, honte à vous. Bref, donc je me plaisais en Italie et donc j'ai commencé à faire des recherches pour des jobs d'été, des trucs comme ça, sur place en Italie. Oui. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, après mon petit passage à Rome, je continue mon périple dans le sud. Ouais. Et donc, j'allais à chaque fois plus au sud, et donc j'arrive à Naples. Pareil, dans un Airbnb, dans une zone plutôt mal famée, ce qui me semblait être une sorte de ancienne station-service, remodelée en Airbnb avec 8 chambres. Le fils de cette famille-là était un peu plus âgé que moi. Ouais. Il m'a proposé d'aller, de sortir, en fait, D'accord. d'aller faire la fête. Mais donc, du coup, avant de sortir, on mange avec cette famille, ces hôtes. On devait être peut-être 8 pensionnaires, dont 8 clients, guests, je sais pas, dans cet Airbnb. Et donc, on se prépare pour le souper, et c'est le père qui cuisine, et il nous donne à manger, chacun dans une assiette, une mozzarella. D'accord. Et moi, je vois ça, et je me dis, mais en fait... C'est light. C'est light. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit. On avait le choix, soit on mange sur place, soit on mange dehors. Et puis le fait de manger sur place, je sais pas, c'était 9 balles ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas de l'argent beaucoup, mais je trouvais, du coup... Attends, 9 balles pour une mozzarella. Voilà, c'est ça. Ah bah, c'est clairement beaucoup, même en Suisse, Voilà. on n'a pas des mozzarella à 9 balles. Voilà, et vraiment, j'étais un peu remonté, tu vois. Jusqu'à ce que je goûte la mozzarella. Et là, ce qui s'est passé, tu vois dans Ratatouille, quand il mange, et il y a des explosions de... Ouais, Eh bien, c'est ça qui s'est passé. c'est ça, ok. Jamais de ma vie, je n'ai eu une expérience gustative aussi puissante que cette mozzarella dans ce Airbnb pourri à Naples. C'était... Comment expliquer ça? Un orgasme buccal, quoi. C'était C'était... tout à fait au point où j'en ai voulu Ouais. aux mozzarella précédentes dans ma vie Ah, de m'avoir menti sur ce qu'est une mozzarella. ah ouais. Ok. J'étais non mais c'est pas possible qu'on nous donne à manger cette merde de supermarché ou ce pas de hate sur les mozzarella de supermarché, mais c'était juste je comprenais
ce n'était pas la même chose. C'était de l'artisanal, c'était... Le fait que ça porte le même nom, c'était une insulte au produit. Ouais. Et vraiment, j'attaque mais c'était transcendant comme expérience. Je mange cette mozza et vraiment, j'ai pas exagéré en disant que j'avais les larmes aux yeux, mais c'était vraiment bon, tu vois. Ouais. Au point que je viens te raconter, je me suis déplacé sur Fribourg pour te raconter cette histoire. Donc Et il vient du Valais. Hein. C'est vraiment, c'est dire, tu vois. Un des jobs pour lesquels j'avais postulé à Rome m'avait répondu. Donc c'était pour travailler en tant que photographe en Sicile et qu'ils étaient intéressés à ce que j'intègre leur équipe. Donc tu es parti encore plus au sud. Donc je suis parti encore plus au sud. Mais là, entre deux, tu as quand même réussi à optimiser un peu tes rendements avec tes photos ou pas? Parce que vu que tu as fait la fête et tout ça... Ah non, donc tu as vraiment fait la fête avec un budget minime. Ouais, bon, avec des bières à 1 euro, Ouais, tu me diras... Mais avec des mozzarella à 9 euros, effectivement. 9 €. Effectivement, bon, après là, j'arrivais un peu au bout, tu vois. C'était Ouais. je pense que si je continuais avec cette dame australienne plus au sud, ça aurait été probablement ma dernière étape. Ok. Et puis là, il se trouvait que je pouvais, du coup, il y avait cette opportunité-là. Donc, go, quoi. Et là, cette opportunité, c'était quoi exactement? Alors, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, globalement, c'était une boîte qui faisait des photos dans des hôtels all-inclusive. Je sais pas si tu as beaucoup voyagé là-dedans. Il faudra qu'on en discute parce que, premier degré, je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. D'accord. Parce que j'ai une hot take qui est de dire que quand tu voyages dans des hôtels 5 étoiles et all-inclusive, c'est pas vraiment... Ah non, c'est dis pas pareil, vraiment t'inquiète, du tu voyage. peux le dire, t'inquiète. Mais je comprends aussi que... On aime l'honnêteté, mais oui. C'est oui. ça. Chacun voyage pour les raisons qu'ils font voyager, Voilà. et les gens voyagent pour déconnecter, et dans ce sens-là, je trouve que ça fait sens. Moi, c'est pas forcément ma vision. Moi, j'avais, en tout cas, à l'époque, beaucoup besoin de rencontres et d'authenticité. Et du coup, je me suis retrouvé dans ces hôtels-là, où c'était l'inverse. Ouais. Tout était extrêmement... tout préparé, très... un peu comme une sorte de boîte musicale, où comme il y avait, en gros, chaque vague de touristes restait 1 semaine ou 2 semaines. Et donc, à la fin de chaque semaine, il y avait une cérémonie de départ pour les anciens et 2 jours après, une cérémonie de bienvenue pour les nouveaux. Et comme moi, j'y suis resté du coup dans ce job, cette boîte de photos pendant 2 mois environ. Donc bien sûr, c'est dans l'idée d'affiner mon œil photographique pour intégrer cette école à Łódź en Pologne. C'était l'opportunité parfaite, tu vois. Mais du coup, j'ai beaucoup sympathisé avec le staff, les gens. Et c'était très marrant de voir que pour eux, c'était vraiment très redondant et très répétitif, pardon. Alors que pour les vacanciers, d'ailleurs on ne pouvait pas les appeler les touristes, on devait les appeler les vacanciers. Okay. Pour les vacanciers, eux ils venaient, puis c'était la fête, tu vois. Bah ouais. Eux ils venaient 1 semaine all-inclusive, ils peuvent boire, ils peuvent manger des frites à volonté, et premier degré, je comprends. Mais c'était marrant de voir un peu ce décalage entre ces deux mondes, quoi, tu vois. Il y avait à chaque fois un responsable du divertissement sur chacun de ces... Parce qu'on suivait, il y avait plusieurs de ces hôtels. Et je me souviens que des fois, j'allais donner main forte aux équipes sur les hôtels des autres complexes. Et du coup, je mangeais des fois sur place. Et souvent, on mangeait en même temps que le staff. Et notamment les chefs du divertissement, animateurs en chef des autres trucs. Et je me souviens toujours du temps de l'animateur en chef d'un des autres hôtels qui mangeait, mais vraiment, il était... Tu voyais la dépression sur son visage, tu voyais que c'était vraiment un clown triste, tu vois, il était vraiment... Okay. Il mangeait comme ça. Et des fois, comme des fois, il y a des vacanciers qui passaient pour leur dire bonjour, ou des enfants qui passaient, et du coup, chaque fois qu'il était dérangé, il était obligé de remettre son masque. « Hey, ciao, comment va? Et nanana !» Et parce que du coup, il parlait un peu français, mais avec un accent un peu italien pour vendre un peu de rêve, tu vois. Ouais. Et vraiment, ça m'avait fait beaucoup de peine, tu vois. Je voyais ce bonhomme qui il souffrait, tu vois, ça se voyait, tu vois. Des fois, enfin bref. Et puis c'était édifiant. C'était un rythme de travail très différent de tout ce que j'ai pu connaître par le passé. On commençait à travailler, je crois, à 9h. On travaillait de 9
à midi. Ouais. Et ensuite, on faisait une pause de midi à 16h, je crois. Et on reprenait à 16h. Les heures des pays du Sud, Exactement, quoi. Ouais. exactement, avec une longue période pour la sieste, entre guillemets, entre deux. Oui. Mais ce qui faisait sens, parce qu'en fait, entre midi et 16h, il faisait 43 degrés dehors. Ah ouais, clairement. Et du coup, moi, une fois ou deux, j'ai eu la brillante idée, avec mon attitude de petit Suisse, work hard, no pain, no gain et compagnie. Non, je vais travailler, machin, je vais faire des photos. Ouais. Je suis revenu rouge comme un crabe. Alors moi, du coup, pour ceux qui ne nous voient pas, je suis vraiment polonais de chez polonais avec une blancheur. Le mélange polonais-suisse, c'est Voilà. pas bon pour le bronzage, quoi. Exactement. Donc je reviens, mais rouge comme un crabe, j'ai pelé de la tête pendant des semaines après, enfin bref. Donc non, donc on travaillait pas entre Ok. voilà. Par contre, du coup, des fois, on finissait extrêmement tard. On finissait, je sais pas, dès 1h du matin. Normal, c'était dans la culture, dans le... Voilà, quoi. Qu'est-ce que toi tu faisais concrètement? Tu faisais que des photos, tu faisais de la vidéo, tu faisais des photos souvenirs, tu faisais En gros, un peu tout? ouais. En gros, moi, ce que je faisais, c'était je prenais des photos des vacanciers Ouais. quand ils s'amusaient, quand ils allaient à la piscine avec leurs enfants. Quand, Des moments de vie, quoi. Vraiment, tu exactement, les voilà. arrêtais pas dans leur moment, tu les prenais. Exactement, Voilà, exactement. Quand Ok. ils allaient à la piscine, je sais pas, quand il y avait des soirées à thème, des soirées karaoké, etc. Ouais. Je faisais les photos. Et puis ensuite, on allait au bureau, dans de petits bureaux dans le hall de l'hôtel. On avait des écrans qui passaient les photos de la semaine en boucle. Mhm. Et on vendait ensuite ces photos à ces mêmes personnes. Moi, j'ai été toujours aussi mauvais en vente et en business à ce moment-là. Donc, ça me fait marrer parce que du coup, nous, on avait des objectifs de vente Oui. en disant, bah voilà, chaque mois, je crois qu'on était payé 900 € par mois, un truc D'accord. comme ça, ce qui pour la Sicile était respectable, tu Mais vois. t'étais nourri, logé, blanchi. Nourri, logé, blanchi, Voilà. dans l'hôtel. Ouais. On va y revenir aussi parce que... C'était le luxe pour toi, là. Nourri, logé, blanchi dans un Ouais, hôtel 5 étoiles. c'était cool. 900 € alors que t'étais parti avec 200 balles. Ouais, tu vois, Ça tenait, hein. c'était cool. Tu Tu vois ce que je veux bien, dire, là. tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et du coup, on appelait ça le step, lost step. Ok. Dans l'idée, c'était d'arriver à faire, je sais plus 3000 € de vente. Je dis ça, j'ai aucun souvenir. Mais X euros de vente, tu t'avais droit à 10% de ce step. Ah ouais, ok. Et donc, ça te faisait vraiment un bonus sympa et tout. Ouais. Et je me souviens que vraiment tout le monde, enfin, tous avaient réussi à l'avoir à un moment de leur carrière. Et moi, j'ai jamais réussi à l'atteindre. Ah, trop triste. Et pour te dire le niveau de tristesse, une fois j'ai dû couvrir une de mes collègues le dernier jour, donc c'était un des chiffres, donc ça devait être un vendredi, en sachant que les gens ils partaient le samedi matin, donc il n'y avait plus de photos à faire, là il restait plus qu'à les vendre, tu vois. Ouais. Et donc toute la journée je suis resté du coup à sa place dans son bureau je sais plus comment il s'appelait, un hôtel à côté, Ouais. et il lui restait 45 € pour atteindre son step. Ok. Et normalement, le dernier jour, c'est le jour où tu fais le plus de ventes, tu vois, parce que tous les gens, ils partent, les gens, ils passent et tout, machin. Oui. Et j'ai pas réussi à faire 45 € de vente. C'est dire la tristesse du... À combien était la photo, plus ou moins? 10, 20? En fait, ça variait beaucoup, parce que en fait, il y avait pas vraiment de règle. Dans le sens où, je sais plus, on les vend, je sais même plus, mais c'était du genre, il y avait un tarif et une grille tarifaire claire, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est... Enfin, les photos, elles sont faites. Que tu en vendes une ou toutes celles que tu as en stock, ce qui compte, c'est que lui, il te laisse un maximum d'argent au final. Voilà. Et en gros, c'était un petit peu un jeu de négociation qui se mettait en place entre soit vous me versez, enfin, soit vous payez moins cher puis vous avez que quelques photos, soit pour 70 € en plus, je les donne toutes et puis vous avez accès à tout, tu vois. C'était un peu ce genre de deal, plus ou moins. Ouais, tu vois. un peu marketing. Après, ouais. voilà, après, nous, on les imprimait aussi. Donc, dans l'idée, c'était soit... C'était comment, je crois? Non, ah ouais, c'était sur CD. Donc, soit on les engravait sur des CD, soit on les imprimait. Donc, il y avait des tarifs différents pour des impressions, sur des mugs ou des trucs comme ça. Enfin, bref, voilà, quoi. Mais donc, Ah ouais, vous pouviez mettre aussi non, des la totale, goodies, quoi. la totale. Ok. C'était un peu spécifique. Et du coup, nous, on nous logeait dans des vieilles chambres qui n'avaient pas de climatisation. Ah, Je rappelle, 43 degrés, ouais. tu vois, qui avait, je pense qu'il y avait, de mémoire, il y avait genre une clé, alors qu'on devait être par moment 3 ou 4 photographes dans ces chambres. C'était vraiment des moyens précaires, mais en même temps, c'était
c'était la Sicile, c'était... Ouais. et et je me souviens que vraiment, ce qui m'avait marqué, c'est que on n'avait pas de prise dans la chambre, et du coup, tout le monde utilisait la prise des toilettes. On avait une prise. Mais vous aviez quand même un lit ou vous étiez... Oui, on avait des lits, Cela, ça va. On avait des lits. Et du coup, ça fait qu'on était très proches avec les collègues. On est beaucoup à faire la même chose. Et on est beaucoup à pas faire ça tout le temps très bien. Oui, bah oui. Donc ça, c'était fou. Mais, je peux Oui. rajouter un truc. Bien sûr, je t'en prie. L'important, c'est de se lancer si on a envie de se lancer. Oui. Et peu importe les moyens qu'on a, faut y aller. Je veux dire, aujourd'hui, on a tous un smartphone, donc au moins avec un smartphone, on peut toujours faire un petit truc, quoi. Et on a même des smartphones qui filment très bien, Ouais. voire mieux que certaines caméras. Oui. Même si je sais qu'il y a des puristes qui vont me tomber sur le dos. Non, mais, t'as raison. Mais je crois que c'est important de le dire et puis qu'il n'y a pas à rougir de ça parce que dans le sens où c'est ce qui t'a emmené à qui tu es aujourd'hui Tout à et fait. à monter ta boîte en tant qu'indépendant, on peut le dire aussi, hein, Tout à fait. dans la vidéo. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, tout à fait. donc on a tous eu nos débuts, on a tous appris et que le premier qui n'a pas appris me jette la pierre. Voilà. Très juste, très juste. Donc, D'ailleurs, au sujet des caméras, il y a, j'ai une petite recommandation culturelle. Il y a 28 ans plus tard, en français, de Danny Boyle qui est sorti au cinéma il y a quelques semaines, filmé sur iPhone. Blockbuster filmé sur iPhone. Donc, Mais ça, on n'en parle pas assez, hein, mais il y a de plus en plus de professionnels, ce qui est qualifié de professionnels, qui filment avec des boîtes. Typiquement des gars comme toi qui sont indépendants et tout ça, qui font pour des marques comme Audi et tout ça, qui viennent avec une caméra, un boîtier et tout ça, et avec un téléphone, et ils le disent pas après évidemment, mais ils donnent le rendu téléphone, parce que c'est bien plus gérable, ça, c'est bien plus automatique, etc. C'est tellement plus pratique. Et plus pratique, c'est plus léger, je veux dire, tout à fait. pour toutes les situations. Moi, je n'ai pas encore trouvé, honnêtement, hein, on va peut-être me traiter d'amateur, hein, mais voilà, moi je suis honnête, j'ai jamais encore trouvé une situation, peut-être parce que je bosse en grande partie tout seul, où la caméra est plus pratique. Je dis pas meilleure qualité, plus pratique pour moi Tout à fait. que le téléphone. Ouais. C'est la caméra, je dois toujours surveiller. Le Eh téléphone, bien, tu lances, c'est réglé, c'est fini. Eh bien, hot take numéro 2 ou 3 ou je sais plus combien, les caméras, ça sert à rien et ça va mourir bientôt. Et j'ai très hâte du jour où on pourra filmer avec un téléphone, une GoPro. Je vais tout me faire boycotter. Et pas à rougir devant des clients. Parce que la raison pour laquelle nous on le fait avec des vraies caméras, c'est que un client, il lâche un billet pour une prestation. Oui. Ça le fait moyen, et je comprends, mais ça le fait moyen de débarquer avec un iPhone. C'est juste ça. C'est purement de la pression sociale. Voilà, tu t'as tout dit, c'est psychologique. C'est psychologique, c'est comme il y a plein de trucs aujourd'hui qu'on ne se permet pas de faire purement et simplement par psychologie. Et aujourd'hui, quand tu regardes tous ces médias style Brut, tous ces médias comme ça, ils filment clairement à l'iPhone ou ils au ont tout Samsung. compris. Ils ont tout compris. Et tu regardes, tu le sais pas, mais tu le vois des fois parce qu'ils se filment entre eux et tu vois qu'il y a des téléphones qui filment. Ouais. Et du coup, coup de gueule contre les vidéastes dont je fais partie, et coup de gueule précisément contre les connards dont je fais partie, qui vont faire un overkill puissance 1 milliard pour des projets pour lesquels ça n'en vaut pas la peine, qui vont débarquer avec des caméras et des setups et des rigs monstrueux, ça ne sert à rien. C'est dit, ça ne sert pas à grand chose. C'est 80%, loi de Pareto avec 20% de moyens que tu obtiens. 80% de résultats. 80, Ah oui, pardon. Oui, mais on peut dire les deux, vas-y. Donc voilà, bref. Je te rejoins. Ouais. Bah voilà, moi, tu sais, je trouve que c'est important aussi d'être honnête, d'être authentique. Et puis je pense qu'il y a trop de gens qui aujourd'hui n'osent pas le dire. Et je pense que c'est qu'une question de dizaines d'années, peut-être pas d'années, mais de dizaines d'années, pour que ça se démocratise aussi et puis que les gens qui payent pour une prestation se rendent compte que tu as des sacrées vidéos aujourd'hui qui sortent D'ailleurs, le film que tu viens de parler, je pense que ce serait intéressant. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Je pense que ce serait intéressant d'aller le voir, vous comme moi. Je te recommande. Donc voilà. Je ne l'ai pas vu non plus, si jamais. Bon, ça va bien. Alors, du coup, on va tous le voir, comme ça tout le monde est content. Mais ceci dit, on l'avait analysé aux études. Parce que c'est un deuxième ou un troisième volet d'un film qu'il a fait dans les années 2000, qui s'appelait 28 jours plus tard. Là, celui-là, c'est 28 ans plus tard.
Et c'est un film qui, déjà à l'époque, était très novateur dans la manière qu'il avait de montrer les choses, et qui avait réussi à filmer à Londres pour un budget de 1 million de livres, je crois. Enfin, le budget du film était extrêmement limité. Ils ont réussi à bloquer Tower Bridge à Londres, et du coup, c'était assez fou. Mais Danny Boyle, de toute façon, c'est un crack. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. La classe, quoi. Bon, ben, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais Il me semble. c'est pas grave du tout. Mais parce c'est ça que qu'on aime. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est la discussion, l'échange, et c'est ça que j'aime aussi dans ce format de podcast. Et les connaissances que tu avais là, donc avant de faire tes écoles et tout ça, on est bien d'accord, hein, tu n'avais pas encore fait d'école spéciale pour tout ce qui était photo et film, quoi. Donc là, tu avais tout acquis ça. Alors j'avais un petit background là-dedans parce qu'au collège, on avait fait des cours d'initiation en gros à la photo argentique, donc à la photo avec les vieux appareils et tout. On avait un labo au collège, d'ailleurs gros shout-out au collège des Creusets à Sion, qui a un labo photo dans leur bunker. C'est trop cool. Donc Monsieur Brun, il se reconnaîtra. Alors, salutations si vous nous écoutez. Voilà. Mais c'était vraiment... Et puis c'était précieux parce que ça s'apprend plus, en fait, ce genre de truc. Puis le fait que... Moi, ça devait être dans les années 2015, entre 2015 et 2017. Tout le monde utilise déjà les téléphones et les appareils numériques, et c'était assez précieux qu'on puisse faire ça. On avait même du film, enfin des pellicules. Des pellicules à disposition. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, classe. Non, vraiment cool. Ok, trop bien. Donc j'avais un petit background, puis j'avais fait l'option cinéma au collège aussi. Ouais. Donc on va dire la théorie était acquise, et puis il me manquait un peu la pratique. Ouais, d'accord. Tu vois. Et au niveau, alors je te pousse un peu là-dedans parce que justement ça va être certainement le thème principal du podcast. Vas-y. Être un petit peu, voilà. Moi je cherche à travers ce podcast à donner des idées aux auditrices, aux auditeurs pour voyager et pas juste se dire j'ai pas le budget, je peux pas voyager. Non, leur donner un peu des filons comme là tu es en train de nous donner ce soir. Et c'est pour ça que je te pousse particulièrement là-dedans. Le portfolio, pour ceux qui se demandent, parce qu'on le lit souvent, on le voit souvent. Comment ça se fait un portfolio ? C'est quoi ? C'est fiche A4 où tu mets plusieurs photos dessus, genre storyboard ou c'est quoi ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah oui. Je vais le dire comme ça. Un portfolio, c'est un terme très abstrait, un mot un peu valise qui a plusieurs significations, et qui aujourd'hui il est relativement large pour prendre en compte une grande variété d'activités humaines. Un portfolio, en gros, je pense que dans l'abstraction, si je devais donner une définition, c'est un peu un assemblage de travaux et de travaux précédents. Est-ce que toi, après, tu es allé plus loin en Italie, tu es allé ailleurs en Italie ou, comment ça s'est passé, la suite de ton voyage ? Est-ce que tu as décidé de rentrer ? Est-ce que voilà C'est une bonne question. Donc, en gros, je vais pas faire de teasing. Le voyage s'est quelque part arrêté en Sicile, dans le sens où donc, j'ai terminé de travailler en Sicile, donc je suis revenu ensuite à Sion. Et là, il y a, je pense, une anecdote qu'il faut que je te raconte parce qu'elle est insane. Juste avant ça, j'aimerais juste encore faire une petite parenthèse sur une rencontre que j'ai fait aussi. Dans cet hôtel-là, parce que, en fait, il faut se dire que quand tu étais staff, quand tu faisais partie du personnel de l'hôtel, tu sortais peu, en fait, de cet hôtel. Ouais. Et du coup, pour quelqu'un comme moi qui arrivait depuis l'extérieur, qui n'avait pas de famille sur place ou je sais pas quoi, qui n'avait pas de voiture aussi. Ah ouais. Tout bête à dire, hein, mais voilà. C'était pas évident d'avoir les premières nécessités prises en compte. Et là, je dis typiquement la lessive, ou acheter du déo, ou des trucs comme ça, si tu veux. Et du coup, je me souviendrai toute ma vie de cette dame, Clara, je pense qu'on l'appelait. En gros, je cherchais à faire de la lessive de mes vêtements, parce que ça sent pas bon, quoi. Il fait 40 degrés dehors, voilà, quoi. Et on m'a dit, à l'italienne, ils m'ont dit, tu vas fuori et poi dietro, et du coup, ok, bon, et je m'enfonce dans la structure de cet hôtel, dans les parties un peu désaffectées, dans les parties machin,
Tu fais de l'urbex, quoi. Mais tu sais que pas loin. Tu vois. Et du coup, j'arrive dans une sorte d'énorme buanderie où il y a cette signora Clara qui m'accueille. Et pendant mon séjour, c'était un peu une deuxième maman. Où elle a vraiment pris soin de moi. Elle m'a fait mes lessives. Moi, de base, je voulais juste une machine à laver, tu vois. Ouais, bien sûr. Et elle m'a dit, non, je te fais. Mais, trop bien, mais je te dois combien hein Non, c'est bon, Et on a discuté quelques fois, puis je dis, mais Signora Clara, mais pourquoi vous faites ça? Et elle m'a dit un truc qui m'a marqué, elle m'a dit, tu sais, si mon fils était à l'étranger, dans une situation similaire à la tienne, j'aurais apprécié que quelqu'un trop chaud. prenne soin de lui comme ça. Trop tu vois. chaud. Et du coup, c'était une grande leçon d'humanité. Ouais. Vraiment, elle ne me connaissait pas, cette dame. Et du coup, bref, voilà. Ça m'avait... Mais l'hôtel ne vous lavait pas vos affaires? Non, du coup j'ai menti, on n'était pas blanchis. Ouais, voilà, du coup, c'est ce que... J'en ai... Ah oui, parce qu'avant, on a Ouais. justement dit l'inverse, donc ok, d'accord. Bon, du coup, si, mais pas Ouais, l'hôtel c'était- en d'accord, question, ok. tu vois. D'accord. Après, pour être franc avec toi, je pense que l'hôtel avait c'était la blanchisserie de l'hôtel, et puis que tout le monde a amené ses trucs là-bas, et puis voilà, quoi. Ouais. Mais comme on était une boîte externe... Ouais, vous étiez pas du staff. Voilà. C'était- En gros, ok. si tu veux, mes collègues, eux, ils habitaient dans des villages alentours, etc. Mhm. Et puis eux, ils faisaient leur lessive là, tu vois. Ah, ils habitaient Donc, aux alentours, ok. Principalement. Il y a des gens qui se déplaçaient, comme Gabriel et Alessio, Ouais. sur place, mais les gens établis, eux, ils avaient leur vie, dehors. Quoi. D'accord, trop bien. T'as fait combien de temps là-bas, dans cet hôtel? 2 mois et demi. 2 mois et demi, et Un truc après, comme donc ça. t'es rentré à Sion. Et après, je suis rentré. Et du coup, il faut que je te raconte Oui, mon l'anecdote, retour. justement. Parce que mon retour à Sion, En train. en train. Et en fait, petit détail, mais quand même sympa à savoir, Oui. t'es parti en sac à dos là-bas ou en valise? T'avais quoi du coup? Ouh, Mis à bonne part ton question. trépied et ton... Bonne question. J'avais mon... Wouah, bonne question. Alors, j'avais mon sac à dos avec mes appareils photo, Oui. pour sûr, et je pense du coup je devais avoir une valise Ok, d'accord. Ok. de mémoire. Donc c'est pas très voyageur, Non, c'est non, pas très aventurier. c'est très bien, ça donne toujours un petit Mais peu... oui. voilà, c'est bien, top. Mais oui. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que septembre arrive, et du coup la deadline pour moi pour revenir à la maison puis partir faire ses examens, passer ses examens en Pologne. Du coup, je me prépare. Et là a eu lieu le voyage, enfin le dernier trajet du coup en train pour rejoindre le Valais, la Mhm. Suisse et le Valais. Avec 2 moments intéressants. Le premier, c'est le détroit de Messine, où, fun fact, donc la Sicile est séparée de l'Italie par du coup la mer Méditerranée, et l'endroit le plus fin s'appelle le détroit de Messine. D'accord. Et en fait, moi je me questionnais un peu comment tu fais pour traverser l'Italie en train. Dessous. Dessus. Ah, il y a un pont. Non, les trains embarquent sur des ferries. Ah. Et c'est des ferries qui font les sérieux? allers-retours, ouais. Ouf. Et du coup, j'ai compris ça quand j'ai eu le mal de mer en train. Ouais, c'est pas commun, ouais, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Le mal de mer en train, c'est... Sorti de son contexte, je pense que les gens comprennent rien. C'est spécifique, effectivement, c'est spécifique. Et bref, et du coup, j'arrive à Rome. À Rome, j'étais censé redormir chez cette Madame Maria. Ouais. Mais le train, il est censé arriver à 21h. Il a eu 4 heures du retard. Donc, il arrive à 1h du matin. Moi, j'avais la connexion du lendemain à 6h, je crois. Tu es resté dormir Et du coup, je suis resté dormir sur le marbre de la Ouais, de la magnifique gare de Rome, avec mon sac à dos, avec mon appareil, mon laptop, mes 2 mois de salaire, et mon petit costume par-dessus, comme une sorte de couverture de schlag. La couverture du faux riche, il a un costume 3 pièces, mais le mec il dort dans une gare. C'est clair. Ok, pas mal. Ouais. Moi j'avais encore une ou deux questions. Ouais. Concernant les affaires que tu as pris. Donc, hormis justement tes appareils photo, tes affaires de boulot et tout ça, quel est l'objet que tu recommanderais aux gens? Wow. Un objet vraiment Wow. que tu recommanderais d'avoir aux gens quand ils partent faire ce genre d'aventure, de vouloir trouver un boulot à l'étranger
ou même plus simplement de voyager, quoi. Enfin, quel est l'objet que toi, tu pourrais pas te Wow. séparer? Ah, c'est une question compliquée. C'est la question que je pose à tout le monde et tout le monde me dit pareil. C'est une question compliquée. ok. Si ça peut t'aider, on m'a dit une liseuse. La dernière personne que j'ai interviewée avait un livre où ils écrivaient un peu Un carnet tout. de voyage. Voilà, un carnet de voyage, vraiment. Mhm. Elle me disait c'est très différent aussi. J'ai jamais vraiment fait le carnet de voyage. Je suis pas quelqu'un de très patient Mhm. et j'aime bien garder les choses là-dedans. Mhm. Mais elle me disait que ça l'aide beaucoup. Et puis c'est vrai que tu oublies beaucoup moins de choses quand tu as écrit ça. Et C'est fou. C'est différent C'est des une des photos. raisons pour laquelle j'étais hyper chaud à faire le podcast. Ah bah ouais. C'est d'avoir une trace. Ah ouais, bah voilà. Bah ouais. Parce que j'ai pas écrit ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ok. Donc, mais je comprends. Très bonne recommandation du coup. Ouais. Le carnet de voyage. Donc ça peut te donner une idée. Est-ce que toi, tu as vraiment un objet, un inséparable quand tu pars en voyage? Tu voyages encore, je pense, c'est maintenant ou un peu moins vu que tu as lancé ta boîte? Alors maintenant, du coup, je me suis un peu calmé avec les voyages. Voilà. Si tu veux, j'ai étudié au Royaume-Uni pendant 4 ans. Ouais. Donc, j'ai considéré que j'ai fait un peu la partie faux folle de ma vie. Voilà. Et je vais y retourner à un moment ou à un autre. Oui. Mais maintenant, je suis un peu à l'étape de grind et puis de juste travail et puis Bien voilà sûr. quoi. Ça va être, en anglais, les termes disent underwhelming pour quelque chose qui est vraiment pas très impressionnant. D'accord. Et je vais avoir une recommandation qui serait un peu pas très impressionnante. Pas de Mais souci. je pense qu'un outil qui aide beaucoup, auquel peu de gens pensent, c'est un trombone. Ok, alors là, c'est pas attendu du tout. Vas-y, Ok. développe. Parce que en gros, un trombone, alors déjà ça a toutes les utilités d'un trombone, donc tu peux Oui. tenir du papier, etc. Ça, c'est pas Oui. la partie la plus intéressante. Surtout une carte SIM. Mais si tu le déplies, c'est pile la taille pour venir appuyer dans les trous des téléphones Ouais, pour déloger le compartiment avec les cartes SIM. ouais. Et du coup, comme aujourd'hui c'est peut-être moins pertinent parce qu'il y a les services de eSIM, Ah, Pour le voilà, je vois où voyage. tu veux en venir, ouais. mais moi je me souviens que, je pense, plus de fois que je peux m'en souvenir, j'ai été sauvé par un trombone, par le fait que je puisse changer, et même aujourd'hui dans la vie de tous les jours, pas dans le voyage, mais juste parce que j'ai un dumb phone, Mhm. j'essaye de passer le moins de temps possible sur mon smartphone, Mhm. et du coup ce que je fais c'est que je change les cartes SIM entre les différents téléphones, D'accord. et du coup le trombone, c'est vrai, et je dis ça parce que je réfléchissais à faire une vidéo YouTube ou un truc comme ça, où je crée un hack pour ajouter l'outil de cette petite pin, de ce petit pin pour ouvrir les téléphones, à un couteau suisse, parce que je trouve trop bête que les couteaux suisses Ah ouais, aient pas C'est vrai. ce truc-là. c'est Et il n'y vrai. a aucun objet où ce pin est intégré de Ouais. manière smart. Et du coup, ce serait ma recommandation, ce serait d'avoir et du coup, tu peux hacker ça en ayant un trombone dans ta trousse ou dans ta poche ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce serait ma Mais recommandation. il te faut même pas faire de vidéo YouTube, il te faut direct aller proposer ça à Chez Victorinox. Victorinox. Parce que c'est une sacrée idée, c'est vrai. N'est-ce pas? D'ailleurs, je me demande si aujourd'hui ils l'ont même pas fait. T'as déjà contrôlé et tout. Sur- Aujourd'hui, c'est alors, pas fait. Ou... Sûrement qu'il y a des Ouais, boîtes ouais. qui vendent des trucs comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est un truc. En fait, ça serait hyper smart. Ouais. 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 Je suis en train de réfléchir, s'il n'y a pas des trucs plus Non, mais nobles à recommander, non, tu non, vois, mais vraiment, c'est très bien parce que moi, je cherche vraiment de nouveau à avoir quelque chose d'original et tout ça, et puis quelque chose surtout. Voilà, si tu m'aurais dit une liseuse, bah, enfin, je prenais aussi, mais je préfère Ouais, que ce oui. soit un autre objet. Voilà, ouais. Et du coup, le trombone, ça Ouais. me convient très bien. Ouais. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter ou... Non, je crois que Non. on a fait plus ou moins le tour. Top. J'aurais rien de rajouter à proprement parler, si ce n'est des encouragements à voyager, spécialement quand vous êtes jeune, et spécialement peut-être un appel à sortir de sa zone de confort. Mhm. Je trouve que c'est quelque chose qui est important, parce que ça apprend l'humilité, et il y en a trop peu aujourd'hui, je trouve. Hmm. Je trouve on a un peu vendu, on a un peu brandé les voyages. Enfin, il y a toute une industrie qui s'est développée avec le voyage de luxe et compagnie, et c'est très bien. Et sûrement que je suis un rageux parce que je peux pas y accéder parce que je suis pas Non, mais- dans cette parenthèse fiscale encore. Mais
pour du coup avoir fait l'extrême opposé, Ouais. c'est des moments de ma vie auxquels j'accorde énormément d'importance et je pense qu'ils ont été fondateurs pour moi et pour rien au monde je les échangerais. Et du coup, si je pouvais encourager les gens, c'est vraiment ne pas hésiter, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, être spontané et puis enjoy quoi. Bah, je peux que te rejoindre dans ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est très beau ce que tu dis parce que, qui plus est, voyager vraiment comme tu as voyagé, comme certaines personnes voyagent aujourd'hui et tout ça, c'est vraiment très enrichissant. Et je dirais même plus, on peut presque détecter ces personnes-là quand on discute avec. Quand tu vois par une certaine ouverture, je dis pas une ouverture à tout et n'importe quoi, mais je dis une ouverture où tu vois que la personne elle est prête à aller au contact, elle est moins timide. Hein, je veux dire, tu parlais de ta timidité un petit peu quand tu as commencé tes voyages et tout ça. Je pense que quand tu es rentré au niveau de timidité, tu as déjà un peu switché. Tu as déjà dit que tu avais déjà amélioré en 2 mois ta négoce. Ouais, bien Donc sûr, déjà bien là sûr. aussi, tu t'apprends aussi à t'imposer plus. Bien sûr. Parce que tu vis dans des situations aussi, quand on voyage de cette manière, Bien sûr. qui te mettent en porte-à-faux par rapport à tes convictions, à tes valeurs. Et tu te retrouves dans des trucs où tu te dis, tout d'un coup, non, en fait compte, aujourd'hui je suis tout seul, j'ai plus mes parents, enfin pour ton âge, tu vois, mais ça peut aussi être si tu es plus âgé, j'ai plus ma copine ou j'ai plus mon copain, et maintenant je m'impose et c'est moi qui prends ma vie en main. Et puis le voyage, ça t'oblige à être comme ça. En tout cas, moi personnellement, je sais que ça m'a apporté énormément. Je dis toujours, j'ai suivi une thérapie par rapport à ma timidité, par rapport à mon anxiété sur certaines choses dans le monde et tout ça. Et j'ai fini ma thérapie avec mon tour du monde à pied en autostop. Et c'est ça en fait qui a fait que ça a été l'apothéose je dis une thérapie, mais c'est un mot fort hein, peut-être, mais vraiment le fait de vraiment vouloir évoluer dans ma vie. J'appelle ça une thérapie et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on devrait tous un petit peu toujours travailler tout au long de sa vie. Et là, faire le voyage et de continuer à faire d'autres voyages aussi dans cette optique-là, ça me développe à fond. Et aujourd'hui, même si j'ai des revenus, même si je peux me permettre, et je le fais des fois, d'avoir des hôtels plus beaux, des trucs plus beaux et tout ça, je continue à faire des voyages où je me mets dans le dur, où je me confronte, où je fais des trucs que je me dis mais j'aime pas spécialement, mais justement fais-le. Parce que si t'aimes pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qu'il faut faire péter comme blocage, tu vois. Et bien souvent, tu le fais, enfin tout le temps je peux dire, faut le dire, je suis trop content. Je suis trop content. Sur le coup, je me dis putain, pourquoi je le fais? Et puis après, une fois que je rentre à la maison, que j'ai réussi à le faire, je me dis voilà. N'est-ce pas? Et chacun a son combat. Je dis toujours, faut pas se comparer. C'est pas parce que t'as un gars qui a fait 15 fois l'Everest ou voilà, tu vois, je veux dire, pour prendre des trucs connus et tout ça, que toi t'es moins bien. C'est juste que toi t'as d'autres soucis, d'autres problèmes. Cette personne, elle a peut-être grandi dans de meilleures conditions que toi. Elle a peut-être eu de meilleures. Enfin, tu vois, tout ça réuni. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire, son livre, ses chapitres. Et on n'est pas tous au même chapitre aussi. Hein, tu peux pas, même si tu as 30 ans, tu as peut-être un gars de 20 ans qui aura vécu infiniment plus de choses que toi. Mais pourquoi? Comment? Voilà. Ça, en tant que vidéaste, de toute façon, tu y es confronté très tôt. Parce que tu interagis beaucoup avec les différents logiciels de montage. Et d'ailleurs, tu fais un petit peu ça, donc tu dois connaître. Et donc, qui dit logiciel en général, mais de montage en particulier, dit problème et dysfonctionnement, tôt ou tard. C'est normal, ça fait partie du processus. Et du coup, tu te retrouves à faire des recherches Google pour résoudre des problèmes très spécifiques. Et du coup, tu peux avoir 30 ans d'expérience dans un logiciel ou dans un écosystème de logiciels spécifiques, et tu as toujours une vidéo avec un gosse de 12 piges qui t'explique exactement comment résoudre ton problème. Avec un son pourri. Et t'es en mode, mec, t'as 12 piges. C'est quoi le truc, là? C'est clair. Et le mec, il a un micro éclaté de sa webcam et tout ça. C'est exactement. Donc, grande leçon d'humilité. On connaît, effectivement. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus. Hein. C'est une belle petite leçon de vie. Voilà, même si on pourrait faire un podcast aussi complet là-dessus, honnêtement. Mais je pense que voilà, c'est un beau mot pour la fin. Tout à fait. Merci beaucoup pour m'avoir host. C'était un plaisir. Mais écoute, de rien, avec grand plaisir d'accueillir. En plus, comme je te dis, t'es le premier homme, donc tu vois, c'est vraiment tous les honneurs.
Non, je rigole, mais voilà, c'est top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, bah, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à le partager, à liker si vous pouvez liker, si vous écoutez ça sur YouTube ou d'autres plateformes où vous pouvez. Lâchez un petit commentaire aussi si l'espace commentaire est disponible, ça fait toujours plaisir. Dites ce que vous avez pensé, dites si bah, vous avez aussi un petit peu vécu des voyages comme ça. Et puis bah, surtout, je vous dis bonne journée ou soirée, tout dépend quand tu nous écoutes. Allez, c'est ciao!